d'être tous là pour soutenir l'Union populaire, écologique et sociale. Et puis surtout, soutenir Xavier et moi. Voilà. Quand même, moi aussi. Hein. Parce que même si je suis suppléante, je suis suppléante. Et je vais devoir suppléer, quoi. Alors j'ai remarqué justement à ce sujet-là que sur certains bulletins des candidats, il y a marqué remplaçant ou remplaçante. Et ben, j'aime pas du tout cette appellation, je préfère beaucoup être suppléante. Parce que ça veut dire qu'après les élections, j'aurai peut-être un rôle à jouer aux côtés de Xavier. Voilà. Donc, il n'y a pas si longtemps, ni lui ni moi, on s'était imaginé que nous pourrions être sollicités par les membres de nos groupes d'action et représenter donc la France insoumise à ces législatives. L'un comme l'autre, nous n'avons jamais été candidats à des élections et c'est donc une première pour nous. Voilà, c'est fait, on s'est lancé. C'est pas simple tous les jours, hein. On va faire de notre mieux, pas vous décevoir, là pour mener cette campagne et surtout pour la gagner, pour être élu. Alors moi, pour ma part, même si je ne suis que suppléante, je ne me sens pas toujours à l'aise dans ce nouveau rôle. Moi, j'ai été une militante. D'ailleurs, je suis restée très 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 longtemps sans être militante. Dans ma jeunesse, j'ai pourtant rejoint le Parti communiste à 14 ans. J'ai milité à la CGT. Dans le monde associatif aussi. D'ailleurs, avec la CGT, j'ai fait partie d'une brigade au Nicaragua pour aider la révolution sandiniste où j'ai travaillé comme soudeuse à l'arc, parce qu'avant d'être infirmière, j'étais soudeuse aussi. Voilà. Voilà, j'ai réparé le matériel roulant là-bas. Voilà, pendant... Justement, les sandinistes avaient fait appel à l'aide internationale parce qu'il y avait un risque d'invasion avec les USA, puis au niveau des frontières... Il y avait aussi des invasions des contras, ce qu'on appelait à l'époque. Et donc nous, notre rôle de brigadiste, c'était de remplacer les travailleurs et les travailleuses qui étaient partis au front. Et donc nous, on les remplaçait sur leur poste de travail. Voilà. Donc après, vraiment une longue période où, en fin de compte, je fais partie de ces gens que la situation sociale, écologique angoisse énormément. Et donc, à un moment donné, j'ai fermé les yeux, j'ai fermé les oreilles. Je voulais plus... Ça me mettait vraiment en souffrance, quoi. Et en 2016, quand la France insoumise s'est créée, qui a eu l'avenir en commun, la façon dont ce programme avait été élaboré, en collaboration avec les collectifs, les associations syndicales, pour répondre au mieux aux besoins des gens, ça m'a redonné espoir. Et donc je suis revenue au militantisme. Et ici, sur Pressas, on a créé un groupe d'action qui s'appelle Les Insoumis des Champs. Bon, après avoir été soudeuse, j'ai fait plein de choses, mais j'ai été aussi infirmière à domicile à Pressas pendant 13 ans. J'ai travaillé aussi dans les EHPAD, en gérontopsie. Et donc je sais très bien ce que c'est que le désert médical, la difficulté pour les gens de se soigner, même si ça fait déjà quelques années que j'ai arrêté de travailler. La situation s'est de plus en plus aggravée. Mais déjà à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Mais quand je faisais hospitaliser l'un de mes patients qui était âgé, dans la journée, on me le ramenait. Voilà. Il n'y avait pas de place pour les personnes âgées à l'hôpital, déjà à ce moment-là. Et des fois, on nous disait, on a quelqu'un de 50 ans qui est arrivé, là, qui est en train de faire un AVC, donc on s'occupe de lui. Et donc, à domicile, en fin de compte, on se trouvait, nous, les infirmières, et puis nos collègues auxiliaires de vie, on se retrouvait démunis et seuls pour assurer les soins. Et bien évidemment, les soins, on ne pouvait pas les assurer au mieux, puisque à domicile, on est quand même un petit peu démunis au niveau de pas mal de matériel. Et puis, bon, ces personnes, elles restent quand même pas mal de temps toutes seules dans leur maison. Donc, quand on s'en va, on a un peu l'angoisse au ventre, parce qu'on se demande, quand on va revenir le lendemain matin, dans quel état seront nos patients. Voilà. Donc, comme je disais, depuis, c'est devenu de pire en pire. Donc, les services d'urgence ferment un par un. Des services ferment aussi par manque de personnel, puisque beaucoup de personnel est parti du fait aussi de cette vaccination obligatoire.
Et puis du fait des conditions de travail qui sont devenues tellement difficiles que les infirmiers, d'ailleurs dans l'enseignement c'est un peu pareil aussi, quittent leur poste. Donc à la Candélie, on a un pavillon aussi qui a fermé, donc ce qui veut dire qu'on a des gens qui ne vont pas bien, qui sont dehors. Et quand on traite en ce moment, il y a beaucoup de gens qui viennent à moi et qui me parlent justement de leurs problèmes de santé. Voilà, alors pour certains, c'est qu'ils ne trouvent pas de dentiste. Pour d'autres, ils prennent rendez-vous aujourd'hui pour un pneumologue ou un cardio. Et ils ont rendez-vous en janvier ou mars 2023, alors qu'ils sont dans une situation assez grave d'insuffisance cardiaque ou respiratoire. Voilà. Alors après, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette campagne, donc, elle s'annonce vraiment différente de la campagne de 2017, pour moi, enfin, pour tout le monde, je pense aussi. Parce qu'en fin de compte, il y a urgence partout. Il y a une urgence écologique, sociale, démocratique, et nous ne pouvons pas attendre 2027. Voilà. C'est pourquoi, grâce aux 22% que Mélenchon a obtenu, que notre programme a obtenu au présidentiel, on a réussi quand même à faire l'union avec le Parti communiste, le Parti socialiste, les Verts. Voilà. Et à partir de notre programme, on a, sur 650 propositions, on a réussi à se mettre d'accord. Alors évidemment, il y a quand même des manques, hein, parce que notre programme, du coup, c'est plus le même programme qu'on défendait pour les présidentielles, mais ce qu'il en reste, ça va peut-être nous permettre justement, si on passe, si on est élu, si on a 289 élus à l'Assemblée nationale, de pouvoir quand même mettre en place ce programme partagé et faire en sorte que nous tous nous allions mieux avec l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, etc. Le programme, vous le connaissez quand même un petit peu, je pense. Voilà. Et alors, cette première partie de la campagne, en fin de compte, elle a été consacrée à rencontrer tous nos nouveaux partenaires, les socialistes, les écologistes, les communistes, voilà, pour essayer de faire campagne ensemble et donner du sens à cette union. Ça fonctionne plutôt pas mal sur la Circo numéro 3. Nous avons tracté ensemble sur les marchés. Nous partageons les collages là en ce moment des affiches officielles sur nos communes respectives. Et à notre prochaine réunion publique, qui sera le 7, alors je suis désolée, j'ai plus d'affiches pour le 7 parce que je crois que j'ai tout collé. J'ai oublié d'en garder une. Enfin, j'ai tout collé, où j'ai confié les affiches à d'autres et du coup, j'en ai plus. Mais le 7 juin, sachez qu'à 20h à la MVA, il y aura une réunion publique. Voilà, au cours de laquelle nos partenaires vont aussi s'exprimer par rapport à notre programme. Voilà. Je vais vous laisser la parole maintenant parce que, en fin de compte, cette réunion aujourd'hui, c'est quand même plus une réunion militante qu'une réunion publique, vu le cadre qu'on a choisi aussi. Et c'est pour donner la parole aux soignants, notamment. Il y a Maryse, voilà, qui va prendre la parole, et Aline, qui est enseignante aussi. Et si quelqu'un d'autre veut prendre la parole par la suite, poser des questions, on est là avec Xavier pour répondre. Tu veux dire, on est là, même si Macron le veut pas, nous on est là. Ouais, parce que j'ai oublié de vous dire quand même, hein. Vous le savez, j'étais gilet jaune quand même aussi. Voilà, d'ailleurs, il y a quelques gilets jaunes là, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vais plus sur le rond-point. Voilà, parce qu'il y a eu les régionales, tout ça, où j'ai eu des petites responsabilités, surtout administratives d'ailleurs, le summum, quoi. Et du coup, voilà, j'étais plus trop disponible et je me suis mise à fond comme militante insoumise. Lentement mais sûrement éloigné de plus en plus des soignants, des patients. Donc la maltraitance a commencé, elle a continué avec l'obligation de passer en 12 heures. Or, nous sommes humains et 12 heures d'attention auprès des patients, c'est très très difficile. Et même si on fait tout ce qu'on peut pour être disponible, au bout de 12 heures, au bout de 8 heures déjà, on est déjà très fatigué. Donc en fait, qui souffre en dernière ligne, c'est bien sûr les patients. Le personnel est épuisé
Et en fait, nos conditions de travail se sont dégradées et jamais on a essayé d'améliorer la prise en charge des patients. Voilà. Est arrivé le Covid, donc moi j'étais choquée puisque pendant 2 ans de Covid sans vaccination, on n'a pas créé de cluster. J'étais dans un service de patients chroniques, donc on l'aurait su. Hein, si on avait provoqué des clusters, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, on nous a obligés à cette injonction vaccinale qui, pour moi, n'a pas de sens. Encore une fois, on avait jusqu'au 5 août, on avait une dizaine de lois qui protégeaient les patients, enfin l'être humain, de pouvoir garder son choix de soins, hein, et ne pas être obligé, s'il n'était pas convaincu du bienfait de ces soins, il est en droit de refuser, et ce sont des lois qui ont été bafouées, piétinées. J'ai une myopathie évolutive, donc j'étais en maladie à ce moment-là, et donc j'ai été suspendue en maladie, hein, ne pouvant pas travailler ailleurs de toute façon. Vu mon état de santé, j'ai donc fait un procès à l'hôpital que j'ai perdu. J'ai été voir ce procès à Bordeaux. C'était un simulacre de procès. Alors même la justice, là, dont on peut remettre en question aussi, puisque voilà, le juge était de connivence avec l'avocate de l'hôpital, et bien entendu que étant infirmière, peu importe si on est malade ou pas, on doit être vacciné. Or, cette obligation vaccinale était bien soi-disant établie pour protéger les patients. Hein. Donc, si on n'a pas affaire aux patients, pourquoi être obligé d'être vacciné? J'ai été déboutée. Je n'ai pas pu partir en cassation parce que j'avais pas d'assistance juridique, donc pas les moyens de me défendre. Hein, ça coûte très cher la cassation. Heureusement, il y a 2 personnes dans l'établissement qui ont pu se pourvoir en cassation, et en mars, le Conseil d'État a décidé effectivement de rendre caducs ces jugements, et à réintégrer les personnes en maladie. Donc j'ai pu de nouveau retoucher mes indemnités journalières. Ce qui est un soulagement, et puis c'est bien logique, mais effectivement, tous les soignants qui refusent l'injonction vaccinale n'ont pas été réintégrés. Donc voilà, une maltraitance de plus à l'actif du gouvernement. Les patients souffrent. En général, ils n'ont pas leur mot à dire, donc ils subissent. Et c'est ça qui est grave. Et ils n'ont même pas l'énergie pour lutter, pour faire remonter leur souffrance. Et c'est donc catastrophique, en fait. Voilà. C'est tout ce que, pour l'instant. J'ai donc changé de voie, hein, puisque finalement je me disais, oui, il vaut mieux rester là, faire son possible, essayer de prendre le soin le plus possible, mais il ne faut pas se leurrer, dans des conditions comme ça, de toute façon, on est obligé de maltraiter. Et donc finalement, je suis contente d'avoir quitté l'hôpital, parce que je ne pouvais pas soigner correctement. Voilà. C'est la réalité. Maintenant, on se retrouve avec des soignants qui sont en grande difficulté. Il y a ceux qui sont suspendus, mais il y a ceux qui ont dû se faire vacciner et qui se retrouvent malgré tout malades et pas forcément reconnus en maladie professionnelle parce que leur état n'a pas été suffisamment grave. Donc ça aussi, c'est pas entendable. Après, il manque quand même 160 000 postes de soignants. Il y a 130 000 soignants qui ont été suspendus.
Alors, effectivement, il faut des embauches massives. Bon, vous avez vu aussi les histoires en maison de retraite. C'est clair que c'est pas normal qu'on fasse subir ce manque de personnel aux personnes qui ont besoin justement de soins et qui se sont battues pour notre avenir, quoi. On est en train d'être dans l'incapacité de les soigner. Et il faut vraiment qu'il y ait une révolution dans la façon de soigner les gens en France, quoi. Après, il faut revaloriser les salaires comme dans la fonction publique, comme dans l'enseignement. Effectivement, on voit que tous ces décideurs, ils cassent tout ce qu'on sait faire, quoi. Et après, ils vont nous donner des leçons avec des commissions qui ont des noms à la con et qui ne nous font pas avancer, quoi. Donc, c'est effectivement très difficile de voir aussi des collègues soignants qui sont en difficulté, que l'on ne peut plus aider. Et les patients, on sait que là, on ne va plus pouvoir les prendre en charge, quoi, parce que là, ça va être catastrophique. L'avenir, supprimer les urgences, supprimer la proximité des soins pour tous, non, c'est plus entendable. Et comment se battre, je suis venue ici pour vous aider à ce que vous gagnez, et qu'on gagne tous pour mieux avancer. Sinon, c'est le privé qui bouffera tout. Voilà, c'est ça. Le but, c'est en fait de privatiser. Alors, c'est vrai que nos dirigeants syndicaux nous avaient prévenu que c'était ce qu'on allait vivre, et en fait, on le vit, effectivement. C'est pareil, on met des contractuels sur les postes. En fait, on a moins remplacé les arrêts maladie. Du coup, comme il n'y avait pas de personnel, mais si vous êtes en 12 heures, là, il n'y aura pas de personnel. En fait, les gens, ils sont en 12 heures et du coup, ils sont épuisés. Et il y a quand même des problèmes de personnel malgré les 12 heures, puisque ceux qui font 12 heures sont obligés de faire des heures supplémentaires quand même. Parce que les autres ne sont pas remplacés. Donc, évidemment, le burn-out n'est pas loin. Et puis malheureusement, c'est quand même le patient qui trinque. Et j'ai oublié de dire aussi que ça s'est renforcé pendant le Covid, mais que déjà, même avant, on faisait de l'eugénisme à l'hôpital. On commence à trier, à dire « Oh, celui-là, non. Il a 80 ans, peu importe son parcours, peu importe, on ne connaît pas, non, on ne va pas le prendre en charge en réanimation. » Donc, il décide. Et même moi, en hémodialyse, je dois dire que j'ai entendu des cadres, de médecins dire quand même, elle coûte trop cher, cette dame. Elle vit seule. Hein. Donc, pourquoi, si on arrêtait les dialyses, voilà. Et pour moi, c'est intolérable d'entendre des choses pareilles. J'ai connu des patients qui n'ont pas pris, qui ont été refusés en réanimation, alors que je connaissais leur vie et je savais qu'ils pouvaient très bien remonter la pente. Et pour moi, c'est intolérable de suivre ça. Et on va vers ça. C'est même maintenant quasi officiel depuis le Covid, hein, puisqu'on a trié, sélectionné, rentrez chez vous, mourrez chez vous, étouffé, tout seul. Et sans parler de la solitude des patients, principalement les personnes âgées, ou même à la pandémie, qui se retrouvent complètement isolés à cause des procédures des procédures d'isolement soi-disant bénéfiques, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est c'est inadmissible à vivre. Voilà, c'est complètement inhumain. Voilà. Donc, il y aura vraiment beaucoup de choses à faire. Heureusement, j'espère qu'on va... On va gagner. On assiste à des naufrages, plusieurs naufrages, hein, mais des naufrages, hein, il n'y a pas des difficultés. Ce n'est pas des difficultés pour l'hôpital. L'hôpital, c'est le naufrage. Carrément, on vient d'en parler là. Des urgences qui ferment la nuit, 120 services d'hôpitaux, je crois, qui ferment de nuit. Donc, dans un pays qui a la 6e ou 7e puissance mondiale, on s'en fout. Et heureusement, parce que si on avait fait le bilan, voilà, alors l'hôpital, c'est un naufrage. L'école, on en a parlé, merci, c'est un naufrage. Même la sécurité, on se dit quand même, c'est quand même le fer de lance des gens de ce côté-là de l'échiquier politique. Même ça, le monde entier se moque de nous. En fait, tout est un naufrage, à part les multimilliardaires. C'est tout. C'est la seule chose qui marche en ce moment.
Donc voilà, je pense que le bilan est clair. Cet homme-là n'est là que pour ça. Bon, il se trouve qu'il est banquier, on pouvait lui donner un peu de crédit, on savait, on ne sait jamais. Peut-être qu'avec un peu de chance, il aurait pu essayer de faire quelque chose pour un pays. Non, il a fait un travail de banquier. Bon, j'avais une petite discussion tout à l'heure avec 2 personnes qui travaillent dans le social et la santé, et on se disait, mais c'est vrai quand même, on a du mal à imaginer, parce que ici, en général, quand on est plutôt, allez, j'ose le mot de gauche ici, on a plutôt une idée de l'humanité où on se dit quand même, les gens sont sensibles. Oui, je pense que les gens sont sensibles, mais il y a aussi des gens complètement, mais complètement dogmatiques. Et il faut l'entendre. Ces gens-là ne pensent que par le dogme de l'argent. Ils n'imaginent pas autre chose. Et ils sont persuadés, quitte à ce qu'il y ait des gens qui meurent dans les hôpitaux, quitte à ce qu'il y ait des gens qui se suicident dans les campagnes, quitte à ce qu'il y ait des gens qui quittent leur métier, qui veuillent faire autre chose, enfin que les gens fassent des burn-out, quitte à ce qu'il y ait cette violence sociale, ils veulent appliquer leur principe, qui est, vous le disiez tout à l'heure, tout privatiser. Tout privatiser, mais pas parce qu'ils pensent que la privatisation fait mieux. Ça, c'est le discours qu'ils tiennent. Ils disent toujours que le privé fait mieux, mais en fait, il peut faire mieux, mais c'est pas forcément. C'est même pas l'argument. L'argument, c'est pas que le privé fait mieux, c'est qu'il rapporte plus. Alors nous, je suis Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps, et au début, on était là, on disait, bon allez, l'humain d'abord, on a essayé plusieurs formules, un autre monde est possible, on essaye tout. Bon, là, on a une chance inouïe, on est les premiers. On est premiers sur les intentions de vote à cette élection. Bon, c'est la gauche réunie, merci à tous d'avoir réussi ce coup politique. Bonjour. Mais on a une chance inouïe de renverser la table. Ce dogme-là, ça fait 30 ans qu'on le subit. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est la formule de Margaret Thatcher. Et depuis ce temps-là, on vit toujours la même chose. Toujours la même chose. On ne peut pas faire autrement que de casser les services publics. Mais enfin, on va en sortir de ce dogme, oui ou non? Là, on a une possibilité. On a une possibilité de faire ça maintenant. Alors, c'est là où j'essaie d'être un peu positif. C'est de se dire que si on est majoritaire à l'Assemblée, alors on fait notre politique de gauche. J'entendais ce matin Emmanuel Macron, qui je pense qu'il se retrouve un peu dans les cordes, il ne s'attendait pas à ça, il est un peu dans le coin du ring, là. Et il se rend compte qu'en fait, il va peut-être être obligé de choisir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Alors évidemment, il essaye tout, hein. Il essaie de nous convaincre qu'il fait ce qu'il veut et qu'il a le choix de choisir qui veut. En réalité, non. Vous le savez, hein, si il ne choisit pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ben, il y a une motion de censure, on recommence, et à chaque fois, il y aura une motion de censure jusqu'à ce que Jean-Luc Mélenchon soit élu. Donc, de toute façon, si nous gagnons, si nous sommes majoritaires, ce sera Jean-Luc Mélenchon qui sera à la tête du gouvernement. Et donc, ce sera une politique de gauche, avec des embauches de fonctionnaires, avec quelque chose qui aille dans le sens du peuple. On a passé 5 ans avec des députés qui se sont dit, bon, de toute façon, on a compris, ils voteront pas nos amendements, c'est pas la peine de proposer des lois, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler. On va rencontrer les associations, on va rencontrer tous les gens concernés par tous les problèmes qu'il y a dans ce pays, et on va leur demander quelle est la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on rencontre des associations qui viennent nous voir, comme récemment CCFD Terre Solidaire ou d'autres qui viennent nous voir, ils nous disent « Oui, alors il faudrait faire ça. » Ah, ben, on ouvre le programme, ah, ben voilà, c'est tel numéro, c'est prévu. Ah, il faut faire ça, ben, c'est prévu. Et ils sont tous étonnés de voir que ce qu'on prévoit, c'est déjà ce qu'ils avaient envie. Ben, forcément, puisqu'on l'a fait avec eux, le programme. C'est un programme basé sur les besoins. On a besoin de choses, ben voilà, il faut les faire. Ça, c'est un truc dont ils n'ont pas conscience là-haut. Hein. Là-haut, ils sont convaincus que la main invisible du marché, qui en fait rafle tout le pognon, hein, ils ne le racontent pas, mais ils sont convaincus que c'est ça qui va amener le monde, mais pas du tout. Nous, on a fait un programme sur les besoins. Ce pays a un peu besoin de quelque chose. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer que tout d'un coup, on se dise, bon allez, c'est fini, on va vivre à l'américaine, avant de rentrer à l'hôpital, tu montreras ta carte bleue, et puis sinon, bah, tu iras mourir dans un fourré. Bon, on ne peut pas vivre. Enfin, c'est pas la conception qu'on se fait, c'est pas l'idée qu'on se fait de la France. Pour aller au bout du bout, pour vous donner l'idée que, contrairement à l'image qui est donnée par les médias, qui sont à 90% possédés par des amis du président, ce type-là, il va quand même au bout d'une idée folle, qui est de dire,
il n'y aura plus d'ambassadeurs. Je ne suis pas un ami d'ambassadeur, je ne suis pas proche d'ambassadeurs, etc. Mais c'est l'image de la France. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il a supprimé, c'est au 1er janvier 2023, il n'y a plus d'ambassadeurs. Il y a une grève des services des ambassades. C'est inouï. Non, mais enfin, à tous les niveaux, c'est un naufrage. Sauf, je le répète, pour les multimilliardaires. Il se trouve que, heureusement, ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, donc si on n'est pas trop... Si on ne se trompe pas dans les votes, normalement, on devrait pouvoir faire changer les choses. Je te passe la parole. Il y en a 5 qui possèdent la richesse de 27 millions de Français. Ben voilà. C'est Donc, ça, et oui. Et donc, en fait, la solution qu'on a, nous, maintenant, et là, je fais appel à vous, parce que nous, moi, volontiers, dès que je suis élu, je pars là-bas et je vais faire les poches de ceux qui en ont trop. Trop, je répète. Hein. J'ai rien contre les riches, j'ai contre ceux qui ont trop et qui captent tout. Mais pour ça, il faut que tout le monde ici, on en parle beaucoup autour de nous. Il y a une espèce d'apathie générale qui fait que, une fois, Macron, il a été élu, il va peut-être faire sa politique. Non, s'il fait sa politique, il l'a annoncé. Hein. Pour les profs, c'est réglé. Où est la prof de tout à l'heure qui nous a parlé? Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, c'est réglé. Ce sera les profs en concurrence entre eux, le directeur d'établissement qui va choisir ses profs eux-mêmes, les parents et les élèves eux-mêmes qui vont donner leur avis sur les profs. Bon, allons-y, quoi. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et encore une fois, quand on aura des sous, on aura une éducation de qualité, et quand on n'aura pas de sous, on n'aura rien, mais c'est pas grave, puisqu'ils auront besoin de gens dans les usines, pas formés, qui surtout ne se politisent pas, enfin bref. C'est une logique, il faut entendre ça, hein. Il faut entendre ça, on se bat pas contre projet politique, à égalité de chance, ou à égalité de conception du monde. Ces gens-là ne pensent pas aux gens, aux hommes. Ces gens-là ne pensent qu'à l'argent, Ça paraît fou, hein. Moi, chaque fois j'ai du mal. Hein. J'ai fréquenté le vice-président du groupe L'Oréal, hein, quelqu'un de très charmant, etc. Mais dès qu'il était question de boulot, charmant, hein. Dès qu'il était question d'argent, c'était terrible, terrible. C'était un autre. Il devenait complètement autre. Il switchait complètement, il se devenait un tableau Excel. Il remplissait les cases et puis c'était tout. C'était une machine, c'était effrayant. Et après, voilà.
tranquillement et profiter de cette journée de repos. Apaisement, c'est à ce moment-là que le voisin a pointé le bout de son nez. Il dit tu fais rien, alors tu vas pouvoir, ouais, venir m'aider. Le jour où l'on devrait rester couché, le soir où on devrait pas se lever. Il y a les jours où le sang semble s'acharner. Le jour où on devrait rester couché.
J'avais qu'il avait mangé chez moi des plans et du sucré. En fait, c'était le concert et ça sentait brûler. La fumée était toute noire, elle sortait par la cheminée. Il y a des jours où on devait rester couché. Le soir où on ne devait pas se lever. Il y a des jours où le sang semble s'acharner.